mon identité, Jean-Claude Gibert. Voilà, je ne sais pas si je dis mon âge maintenant, aujourd'hui. Oui, allez, 83 ans, comme Jacques Brel. Oui, je suis entré au pont et chaussées de la navigation de la Seine le 20 juin 1957, subdivision d'Amfreville-Pose. J'étais agent auxiliaire jusqu'en 1960, où j'ai passé le concours externe de conducteur des voies navigables. C'était pas pour conduire, c'était un grade qu'on appelait route conducteur des TPE, travaux publics de l'État, quoi. Et j'étais affecté dans cette subdivision dans le secteur Pont de l'Arche Cléon, sur la Seine, c'est-à-dire carrément dans la section pluvio-maritime soumise à l'influence des marées. J'ai d'ailleurs participé à la reconstruction en 1961-1964 du pont route Jean Jaurès à Elbeuf, un beau pont de 800 tonnes d'acier, et puis aussi la traversée à un moment donné de l'autoroute A13, en partant de la rive droite, c'est à Sotteville-sous-le-Val, au PK 211-100, point kilométrique, et c'est allé de l'autre côté sur le département de l'Eure, sur Cricbop-sur-Seine. Et puis il y avait toujours les sondages, les dragages, il y avait des constructions importantes d'opérer, puisqu'on arrivait à faire une voie sur berge. Dans toute la traversée de l'agglomération elbevienne, qui comprend, disons, moi c'était depuis Côte-Bec-les-Elbeuf, en allant vers Orrival, tout ça. Enfin bon, il y a eu un sacré paquet de trucs. Puis à Boc-Léon aussi. À Cléon, on a fait un péret de 705 mètres linéaires, là, pour protéger, pour lutter contre l'érosion des berges, en fait, et assurer la stabilité du chemin de halage qui était classé dans la voirie communale. Donc c'était bien ça déjà. Puis je m'occupais de différentes choses. Hein. J'étais assermenté devant les tribunaux pour l'instant, d'Évreux et puis de Rouen, chargé de la police de la navigation, chargé de la police de la pêche professionnelle et amateur, et puis de la chasse au gibier d'eau, qui était à l'époque, c'était à l'époque où on donnait des cartes individuelles, comme ça chaque année, on en donnait plusieurs centaines, sur des lots qui étaient distingués, bien sûr. Je faisais aussi beaucoup, et c'était presque le boulot principal, c'était l'exploitation, disons, du domaine de l'État, c'est-à-dire la location des berges, on dit la mediation des berges de la Seine. Il y avait beaucoup d'hectares de terre du domaine privé de l'État aussi qui étaient loués en pâturage ou en labour. Il y avait tout ça, il y avait, j'en oublie tellement, là, je n'en reviens pas. Je faisais le recensement aussi du personnel navigant, et puis surtout, il y avait un marégraphe que je surveillais sur le plan hebdomadaire, au champ de foire d'Elbeuf, je m'en souviens très bien, qui me donnait des codes précises justement. Et un gros problème, il n'a pas fallu que je l'oublie, c'est quand il y a eu des crues très importantes. Je me souviens moins de 1970, qui doit être la première crue importante après la guerre 39-45, c'est 1955. Et je crois que c'est la deuxième, c'est 1970. J'ai le tableau là, de toutes ces crues avec les cotes exactement. Et c'était d'une importance capitale. Je travaillais en liaison avec les pompiers puis la gendarmerie, en nombre de sorties pour, par exemple à Cléon, permettre aux ménagères d'aller faire leurs courses et les gosses à l'école, etc. C'était surveillé de très près. Puis au point de vue navigation aussi, hein, qui était arrêté quand ça passait par-dessus les quais, suivant les points. Bon, je me souviens plus, souvent que j'ai oublié quelque chose. Le recensement du personnel navigant, je le faisais avec les gendarmes tous les ans, tous les 2 ans. Et les occupations temporaires du domaine public, c'est le point le plus important, je disais, je tapais la machine, moi à l'époque comme une dactylo, c'était que c'est la location des produits exclus dans les berges, par exemple, aussi. Il y avait des coupes de bois, il y avait des pontons, des appontements, des prises d'eau, des déversements aussi, des eaux usées ou pas. Hein. Il y avait les eaux pluviales et ménagères, par exemple, tout ça. Il y en avait beaucoup à faire, j'en oublierai toujours. Hein. Il y a aussi la création à un moment donné des zones des sports de l'eau, zones de sport motonautique par exemple, ou canoë, etc. J'ai beaucoup travaillé là-dessus à cette époque. Et en 1969, j'étais promu conducteur principal, BTP. Et en 1972, avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 1970, là j'ai fini ma carrière, disons, c'était comme ça. J'ai été promu assistant technique des travaux publics de l'État, c'est-à-dire le
Je suis divisionnaire pour les ouvrages d'emploi de pause, quoi. Trouvé dans un bureau jusqu'à mon départ le 5 juillet 1995 à la retraite, quoi. J'ai aussi fait beaucoup, là, faut pas que je l'oublie comme assistant technique, c'est que j'ai appris et j'ai fait des marchés d'appel d'offres, il y en a eu beaucoup, que ce soit pour les collectivités locales, ou disons les communes, les départements, beaucoup des départements, et, là à la Seine-Maritime, chez nous, et puis les marchés de l'État, bien sûr, le suivi des marchés de l'État en matière de comptabilité, c'est-à-dire dresser les situations mensuelles, etc., jusqu'à la réception provisoire et la réception définitive qui nous soulageait. Il y avait vraiment un décompte général des travaux, c'était formidable. Non, j'en ai fait beaucoup, hein, vraiment beaucoup. Toutes les vannes, etc., qu'on a pu lire tout à l'heure, le barrage lui-même, les écluses, etc. Mais c'était passionnant. J'ai pas fait de... Nous étions une famille de 10 enfants, 5 gars, 5 filles, et j'ai pas fait d'études, j'ai fait les études tout seul. Mais il y a eu des fuites, et c'est comme ça que ma vie a été sauvée. En 1957, ça doit être, je ne sais plus, en 58, courant de l'année, Monsieur Courtois, qui était maire de Pose, mais qui était ingénieur subdivisionnaire, il m'a convoqué avec mon père, qui s'occupait du personnel, lui, et puis qui m'a engueulé. T'as dû faire des bêtises, tu veux être éjecté. Allez bien, on est convoqué au bureau du patron. J'ai dit, j'ai rien fait, papa m'aimerait bientôt bouffer. J'avais 23 ans. Je suis rentré, Monsieur Courtois a dit, Jean-Claude, asseyez-vous, Monsieur Gilbert aussi. Il dit, alors, Jean-Claude, on fait le petit cachotier, on fait des études, puis on n'en parle pas. C'est mon père qui me les avait payées. C'est très dur à faire quand on n'a pas de prof en face de soi. Puis j'étais marié, là, avec 2 enfants. Technologie pratique générale, les maths, comme d'habitude, hein, et tout ce qui s'ensuit, quoi. Et puis, ma foi, il m'a dit, écoutez, il y a le titulaire qui se trouve à Elbeuf, comme conducteur des voies navigables, 120 dans le département de l'Hérault. Eh bien, vous allez rendre votre caisse à outils, enlever votre travail, mettre une chemise et une cravate, et puis vous allez y aller 2 fois la semaine, vous mettre au courant. Par contre, je vais vous faire assermenter, mais vous allez me faire une attestation comme quoi vous engagez à passer le concours, mais si vous ne l'avez pas, vous dégagez. J'ai bossé encore plus, mais j'ai pleuré souvent. Puis ma foi, l'année 60, c'était la victoire. J'étais 10e en France, quoi. Pour moi, c'était bien. Et puis en 1969, il y avait c'était pas un concours, c'était un examen pro, j'appelle ça comme ça, mais c'était pas ça tout à fait l'appellation contrôlée. Pour passer conducteur principal, ça se passait à Grenelle, hein, un levé de plan d'une ligne de chemin de fer. Puis un beau jour, je reçois tous les résultats, un coup de fil. D'abord, j'ai rien cru, hein, je vous le signale, j'ai pas cru. La secrétaire du patron qui me téléphone vers 11h du matin, elle dit, j'ai une nouvelle énorme. Vous êtes reçu premier en région parisienne. Je lui dis, c'est une blague, quoi. Elle me dit, mais c'est pas une blague, vous êtes invité à venir prendre le champagne. J'ai eu un beau départ en retraite, avec beaucoup de choses. Puis je me suis mis à la batellerie en 2001. Monsieur Labrouche a bien voulu que je vienne avant, bon, c'est comme ça la vie, et puis maintenant, je suis un électron libre. Très humain avec les mariniers. J'ai pas eu une seule histoire. C'était des potes. Mais j'avais même des copains qui étaient, par exemple, chirurgiens dentistes. Le docteur qui me dit, si un marinier a un problème, parce qu'il y en a qui arrivaient le soir pour s'amarrer à 22h, qui venaient du Havre, de Tancarville ou autre. Il me dit, tu viens. La dame, elle était enceinte, pouf, allez. Et puis l'autre, il avait les joues comme ça, bouf, gonflées, alors ça marchait à tous les coups. Oui, il faisait partie d'un grand club de voile. Une fois, il y avait même 102 bateaux au départ. Je me rappelle les régates de la Laine à Elbeuf. Et moi, je faisais la police pour faire traverser la navigation fluviale à travers tout ce rideau sans causer d'incident. C'est comme ça qu'on se connaissait tous après. Les gars qui travaillaient dans le civil, et moi, je suis ingénieur là, l'autre là, contremaître ou autre. Et ça passait. Hein. J'allais aussi à la bourse d'affrètement de Rouen, qui a été supprimée, la bourse en l'an 2000, mais en France, mais sinon, pour organiser les voyages de transport fluvial, disons, aussi bien à l'intérieur de la France
qu'à l'extérieur. Hein. Ça peut être en Belgique, en Hollande, etc. Il y avait les voyages, la mise en tour, qu'on appelait ça. Et puis aussi, avec les gendarmes, j'ai fait beaucoup de choses. Mais j'étais aussi, on a été voir aussi, je ne savais pas, des gangsters. Ah oui, j'aurais pu être tué. Hein. Il y en a même un. Il avait fait sur un terrain de l'État, il avait mis, je ne sais pas, mettons, bon, je vais arrondir, hein, je ne les ai pas comptés, mais mettons peut-être pas loin de 100 voitures des épaves. Et puis moi j'ai mis un avertissement pour déménager tout ça, de grandes voiries. Alors on m'a dit que tu vas te faire zigouiller, mais alors les gendarmes me le disaient, tiens, il est marqué à l'encre rouge, je regarde là-dedans, et puis les policiers pareil. Et puis on s'est retrouvé au tribunal administratif. J'ai pas parlé parce que le procureur m'a dit je m'occupe de sa tête. Puis après on a dit bah, c'est renvoyé au calendrier grec pour la sentence par exemple. J'avais jamais entendu parler de rien en plus. Il m'a rattrapé dans la rue, il me dit vous avez bien fait votre boulot. Bon, puis des mois passent, je n'entends plus parler, c'est vrai. Et je vais dans un café avec un copain qui était accordéoniste, un crack. Et il y avait 7-8 clients. Puis d'un seul coup, il y a un gars qui se penche, c'était le fameux gangster, qui dit au patron, mettez-lui un verre. C'est incroyable, hein? Mais il y en a eu d'autres où j'ai été mis en joue. Carrément, bah, les gendarmes avec moi, parce que les gendarmes me téléphonaient, le patron de la brigade fluviale, il est un copain en or, il me disait, il faut que tu viennes avec nous, je ne peux pas monter à bord, tout ça. Bah, le gars, il sortait avec son fusil, alors il commençait à pointer, on était 4, 3 gendarmes et moi, et je vais me foutre en l'air, tout ça, alors une autre discussion pour le désarmer, puis tout, et puis... Après, c'est la femme qui pique sa crise d'honneur, qui sort avec un autre fusil, et ben, encore pire, alors. On arrivait à mettre tout ça, mais souvent, le parquet m'envoyait, par exemple, une fois dans l'année ou 2 fois, 30 ou 40 procès-verbaux pour avis. Voilà. C'est un avis comme ça, pour le service. Oh, évidemment, pour l'OPJ, l'adjudant de gendarmerie qui s'est fait insulter pour voir comme, j'étais obligé de mettre un avis pour que l'autre soit puni quand même. Il dit, qu'est-ce qu'il m'a mis? Il disait, mon pote, il me dit, tu te rends compte? Moi, OPJ, il m'a traité de... Ah, c'est pas vrai tout ça. C'est vrai. Oh, il y a eu des drames aussi, hein, dans le boulot aussi. Des copains qui se sont noyés pendant le service, en aval, en faisant des sondages au mois de juin 1958. Il y en a un qui en avait embauché, il avait remplacé son père qui avait été tué d'un coup de manivelle sur le barrage, sur la tête. Et puis l'autre, eh ben, c'était un peu... Enfin, il croyait qu'il n'avait pas de famille, puis il venait de la retrouver le même moment. Puis ils meurent tous les deux. Il les a repêchés une heure après, trop tard. C'est un bateau qui a entraîné le cob, il faisait des sondages, ils ont donné du mou, là, puis... La force du bateau est arrivée, il s'appelait Dragon, il a pris le cob, il l'a entraîné, puis ça a arrêté tout, ça a arraché l'amarrage du bateau, le bateau est parti comme ça, mais il aurait tombé sur la tête. On les a repêchés avec des grappins. Il y a aussi des tentatives de suicide, j'en ai vu des belles. La plus belle, c'est le 1er avril 1976. On dit le 1er avril, le poisson. Je quitte mon bureau à 12h30, il faut attacher tellement à des horaires, moi. Avec la veste sur l'épaule, il faisait très beau. Je prends le barrage, puis je rencontre une pin-up, costume 3 pièces, tailleur impeccable, qui dit, madame, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas le droit, vous allez faire demi-tour, puis vous prenez la passerelle publique qui fait 600 mètres de long, là, mais pas ça, c'est réservé aux agents. Oui, monsieur. Et il va, bon, moi j'habitais la maison du barrage, donc c'est que mon père envoie la maison. Et puis, ça me travaillait parce qu'il y avait une 2 chevaux au pied du barrage avec un écriteau sur le pare-brise. Il y avait marqué prévenir le garage à un tel, un numéro en Seine-Maritime. Bon. Alors, je remets la veste, puis je ne mange pas, puis je m'en vais à l'aval du barrage. Je vois une femme sauter du haut du barrage. Faut le faire, c'est la seule que j'ai vue comme ça. Les pieds en avant. Hein. Bon, alors je guette. J'étais peut-être 50 mètres en aval du barrage, mais je ne la voyais pas émerger. Alors j'étais inquiet, mais tant pis, j'y allais morte sûrement. D'un seul coup, elle a peut-être fait 100 mètres, j'ai vu une tête vraiment bien noire qui nageait, mais elle nageait, moi j'étais côté rive gauche à Pose, hein, puis elle a nagé vers la digue de l'autre côté qui sépare le chenal d'accès aux écluses du barrage. Alors j'ai couru, j'ai crié fort, et 3-4 copains là, du service qui sont venus avec moi, dont le chef éclusier. Il s'est arc-bouté, on en a aussi. Hein. Puis il est allé la chercher, elle était arrivée à 10 mètres du bord, la bouche grande ouverte, et à chaque fois qu'il y avait la turbulence du barrage qui s'éteignait petit à petit, toc, l'eau y arrivait encore dans le gosier. Alors on l'a brancardé comme il faut. Il y avait 2 médecins par hasard qui mangeaient là où se trouve la guinguette maintenant.
À l'époque, c'était pas la guinguette. Et puis, ben, elle n'avait pas grand-chose, elle s'est pas fait mal à part les bas qui étaient en morceaux, le collant, puis les éraflures. Donc les pompiers l'ont emmené, quoi. Alors les gendarmes, là, ça vaut le coup. C'est que la limite de Canton passe dans la passe numéro 4 du barrage de Pose. Rive gauche, rive droite séparée. Alors le premier adjudant qui arrive, il fait son enquête, le pauvre gars, il dit écoutez, j'ai dit regardez ça, etc. Bon, j'ai dit puis il faut qu'on aille voir la voiture de l'autre côté. Attendez, je regarde, il dit c'est pas chez moi. Il dit je peux me servir de votre téléphone. J'ai dit oui, il appelle son pote de l'autre côté, puis il dit toi Gaston, allez hop, moi je me tire. Alors j'attends encore une demi-heure, il est revenu, 2 gendarmes simples et l'adjudant. J'ai dit écoutez, on va commencer par autre chose. Il y a une 2 chevaux au pied du barrage, et puis voilà. Alors on a traversé, puis il y avait le sac à main qui était de la dame, qui était sur le siège avant droit, sous le siège du passager. Elle me dit oui, mais on n'a pas le droit d'ouvrir les voitures. Bon, je croyais que les gens avaient le droit, moi. Alors elle me dit non, il faut un délégué de la sécurité routière, mais j'avais un copain qui y était à 3 km de là, il tenait un garage. Je l'appelle, je dis Gilbert, tu viens à prendre le temps. Il me dit oui, pas de problème. Il est venu, il a ouvert, ils n'ont pas le sac à main, il renverse sur le truc, il y avait un petit carton dedans, et le sac est plein, comme souvent les sacs de dame. Et il dit mon chéri, tu ne m'aimes plus. Il y a du pognon, et après je te mets un mandat à la poste de Pose, et puis voilà, parce que l'argent c'est précieux, tu ne peux pas le gaspiller, tout ça, le baratin. Et puis bon, bah, on retourne au bureau. Le gendarme avait noté le numéro de téléphone qui était sur le pare-brise. Il appelle le gars. Le mec, il dit bonjour monsieur, gendarmerie nationale, vous avez vu votre dame depuis ce matin, là, on l'a repêchée dans la Seine. J'en ai rien à foutre. Oui, il a dit. Elle m'a escroqué de 30 millions, elle aurait pu y rester où elle est. Alors moi j'ai vu les gendarmes pliés en deux. Parce qu'ils l'ont raccroché, mais pliés en deux. C'est incroyable. Mais j'en ai vu par contre, j'ai vu une jeune femme qui avait perdu son mari, qui était sapeur-pompier sur la rive droite de la Seine. Il s'était noyé en vacances en Espagne, il s'est tué. Moi j'ai vu la voiture descendre à une vitesse incroyable. La berge n'était pas beaucoup, à 1 mètre au-dessus de l'eau. Là. Poup, le nez dedans. Elle a tapé au carreau pour sortir, mais trop tard. Il y a des bateaux qui arrivaient dessus d'ailleurs. Alors on n'a pas une chaîne, on a attrapé la voiture assez vite. Le temps que les pompiers arrivent, ils l'ont remontée, mais elle était passée sur le siège arrière à gauche, et puis les 2 jambes sur le côté conducteur. Non. Mais il y en avait tout le temps, hein. Tout le temps, il y en avait. Jusqu'à un agent de police à Elbeuf, qui n'était pas bien vu par personne, je ne sais pas ce qu'il avait fait, mais il a posé son vélo dans le haut du pont. Il y a un pont suspendu là-bas, qui s'appelle le pont Guilmer. Il pose le vélo le long du trottoir, puis pouf, il s'est flingué à l'eau. De 10 mètres. Il y a une autre femme, là, c'est pareil, elle se flingue, elle est assise sur le bord du quai avant de sauter, puis elle enlève ses chaussures. Il dit pourquoi faire? Vous aurez les pieds mouillés quand même. Elle s'est laissée aller. Il y en a une autre, j'avais un gars avec moi qui était très adroit, là, qui était chef d'équipe. Il casse un carreau de boîte à bouée, puis il attrape la couronne, il la jette sur le ventre de la dame. Elle a dit non, je vous laisse mourir. Bon, bah. Par contre, il y avait des accidents. Un gars qui embarque un marinier, là, le bateau s'appelait le Nid d'Amour. Et puis le gars, bah, c'est le soir, le capitaine amarre le bateau. Puis le gars, il dit bah, on est en ville, je vais faire les courses. Il prend son sac, et puis il est parti, son cabas. Mais le lendemain matin, quand le patron veut remettre en route, et ben, il n'y avait pas de matelot. Il était tombé sous le bateau. Pouf, il est tombé à l'eau. C'est l'heure qu'il est rentré, quoi. Oh, il y en avait toutes sortes de choses. Et c'était Jean Le Canuet qui est venu, il était garde des Sceaux à l'époque. Ce qui fait que je me suis retrouvé à côté de lui, tout ça, il m'a essuyé les discours. Et puis voilà, et puis j'ai été mangé invité, tout ça. Ouais. Oh, ça arrivait toujours, ça faisait partie du métier, couper le ruban. Dans la subdivision aux ouvrages d'Amfreville, parmi les plus anciens, on est plus de 3. Tout le monde est disparu. Nous sommes en visite à bord du Midway, qui est le musée de la batellerie de Pose, de l'association de la batellerie de Pose, et qui est un ancien chaland. La Seine est utilisée comme voie commerciale avec certitude depuis 2000 ans, période pendant laquelle la principale technique de navigation était le halage soit par des hommes, soit par des chevaux, selon l'époque. En effet, la motorisation des bateaux ne remonte qu'à environ 170 ans, quand il a écrit ça. Bon. Monsieur Labrousse qui était un as, hein, un super as.
Avant les premiers ouvrages, le pertuis de Pose. Avant 1852, date de la construction des premiers ouvrages sur la Seine, à Pose, le fleuve, dans son état quasi-sauvage, présentait des difficultés majeures de navigation, notamment à Pose, célèbre par son pertuis. Certains aménagements sommaires réalisés en 1749, 1795 et 1839 étaient la construction de perrets de pierres perpendiculaires aux rives, assuraient une certaine retenue d'eau mais renforçaient les courants. Le pertuis de Pose, avec ses faibles hauteurs d'eau, avec une pente forte, 1,40 m de dénivelé sur 3 km environ, rendait la remonte des bateaux fort difficile et de longue durée, très dangereuse et très onéreuse. La descente n'était pas non plus exempte du danger, loin s'en faut. Au XVIIIe et au début du XIXe siècle, où la navigation n'était possible que moins de 6 mois par an, et 80% des transports se faisaient par voie d'eau, ce pertuis avait un impact négatif sur le commerce de l'époque, d'où l'idée ancienne de l'aménager, voire de le supprimer. Le premier texte émanant de l'État abordant ce problème est un arrêté du comité des travaux de la Convention nationale du 28 Floréal en 3, c'est-à-dire le 14 mai 1794, qui stipule notamment dans son arrêté que la Commission des travaux publics prendra sans délai les mesures nécessaires pour perfectionner la navigation de la Seine depuis Paris jusqu'à Rouen, principalement au passage de Pose. Pendant une soixantaine d'années, de multiples projets pour supprimer ce pertuis sont envisagés. Les uns très élaborés et avancés, les autres ébauchés, parfois irréalistes. Dans un texte de 1812 est développée une analyse des projets proposés il y a plusieurs années pour l'amélioration de la navigation depuis Portejoie jusqu'au dessous de Pose. 3 projets proposés qui tous évitent le pertuis de Pose sont relatés dans le bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts du département de l'Eure 1822. Alors, 5 projets sans suite, je pense. Ils sont sans suite parce qu'ils étaient réalistes, ils étaient onéreux, ils étaient tout ce qu'on veut. Ça coûtait extrêmement cher, le coût, d'après ce qu'on voyait. Un projet fort avancé qui n'aboutira jamais, par exemple, le canal de dérivation de Pose, c'était pour rien. Autre projet entre 1820 et 1849, toujours rien. Il faut faire Paris-Port de Mer. Un projet enfin mené à son terme. Une loi du 31 mars 1846 autorisa d'immenses travaux sur la Seine et fixa la dépense à 10 300 000 francs. Le mouillage était porté à 1,80 m, le tirant d'eau à 1,60 m. En 1849 fut enfin approuvé par les services de l'État le projet d'écluse et de barrage à Pose, figurant dans un mémoire rédigé le 2 juin 1849 par M. Legrand, ingénieur à Pont de l'Arche. Voilà le type de premier barrage de Pose, mis en service au mois de juin 1852. C'était sur l'île qui est ici en face de nous, là, ça s'appelle l'île du Trait. Et ça a été fait, le barrage, sur la pointe amont de l'île du Trait, juste là, à quelques centaines de mètres, peut-être 400, 500 en gros. Voilà, la navigation concernée, ça s'appelle le bras d'Annette à Pose d'ici. Maintenant, il est fermé à la navigation commerciale, puisque quand les barrages ont été établis, les écluses, ils passent en rive droite de la Seine, dans une dérivation éclusée qui a été aménagée pour, qui mène directement aux écluses. Donc, ils ont chacun leur circuit, quoi. Là, c'est la navigation de plaisance plutôt qu'ils l'empruntent, quoi. Alors, c'était une structure métallique, on appelle ça des fermettes, entretoisées, et qui, en période printanière et estivale, c'est-à-dire hors crue, était manœuvrée à la main pour le système de bouchure. C'était des aiguilles mises, posées côte à côte, comme on le voit sur les photos là. Et vous en avez une vraie au-dessus de la tête. C'était extrêmement lourd pour les manœuvrer à la main, hein. Évidemment, les gars les mettaient comme ça côté amont, posés sur le fleuve, puis tac, ça n'escolait que le courant. Et des fois, ça emmenait l'homme, c'est arrivé quelques fois, ou alors les aiguilles leur échappaient des mains et puis ils partaient dans le courant, ou coulaient, etc. C'était il appelait ça du yellow pin, pitch pin, quelque chose comme ça, surtout pas de chaîne, et c'est très lourd. On peut toujours ajouter peut-être en période de crue, c'était le barrage démontable d'Immobile. Les barragistes devaient enlever progressivement les aiguilles. Le plancher pouvait être ôté, les fermettes couchaient dans l'eau en tournant sur leur base. Le barrage disparaissait, il était dit eau claire, permettant ainsi le passage des bateaux comme au temps où la rivière était libre. Le premier barrage, oui, à aiguille, là, le barrage d'Annette, en fait, ça s'appelait, mis en service en 1852, était à la pointe de l'île, amont de l'île du Trait. Mais il y avait plusieurs barrages, il y en avait 3, parce que de l'autre côté, on était déjà avec un décalage par rapport à la pointe, c'était sur Amfreville. C'est pour ça que les bateaux depuis ne passent plus par là du tout. Depuis les ouvrages ont été créés, ils passent carrément dans la dérivation éclusée rive droite, quoi. Au début, il n'y avait qu'une écluse, hein. En 1861 à 1866, l'administration entreprend des études afin de porter le tirant d'eau à 2 mètres entre Paris et Rouen,
En 1875, un avant-projet concernant la canalisation de la Bossenne avec un tirant d'eau de 3 mètres pour un mouillage de 3,20 mètres est présenté par le service de la navigation de la Seine. Et 1878 est l'année décisive. Le 16 mars, la Chambre des députés adopte l'avant-projet, dressé bien sûr par le service de la navigation de la Seine, par les ingénieurs qui y siégeaient. Le 2 avril, le Sénat en fait autant. Le 6 avril, il y a une loi qui ordonne l'exécution des travaux. Du 7 au 15 mai, le projet du barrage de Pose est présenté à l'administration centrale. Il prévoit que le niveau de la nouvelle retenue de Pose sera exaucé de 1,76 m. Le 30 juillet, approbation par décision ministérielle. 15 octobre, les travaux de maçonnerie sont adjugés. Les travaux pour l'établissement du barrage sont aussitôt entrepris dans le bois de Pose, à l'emplacement qu'il occupe toujours. Les fondations du barrage de Pose sont exécutées en suivant 2 modes. Cul des rives droites, poste 4, 5, 6 et 7, piles 4 et 6, dragage des graviers formant le lit de la rivière jusqu'au terrain solide, couche de craie. On immerge des blocs artificiels de manière à constituer les enceintes hors d'eau. Dans ces enceintes, on coule du béton de façon à former un revêtement de 1 mètre d'épaisseur sur leur périmètre. Les fouilles ont été maintenues à sec à l'aide d'épuisement et les maçonneries des radiers de la culée et des piles exécutées dans d'excellentes conditions. La culée rive gauche, les postes 1, 2, 3 et piles 1 à 3. Leurs fondations sont effectuées au moyen de l'air comprimé et descendues également jusqu'à la craie. Pour l'ensemble des travaux de maçonnerie n'ont donné lieu à aucune difficulté spéciale, y compris pour l'exécution des ouvrages accessoires, c'est-à-dire les murs de soutènement, les perrets, les plateformes insubmersibles, rampes d'accès et les divers travaux de parachèvement. Une seule avarie est à noter, la perte d'un caisson en ponçage pour la fondation de la pile numéro 4, emportée par les eaux le 4 novembre 1882. La superstructure, le pont métallique et le vannage. Le 28 septembre 1878, le projet de la partie métallique du barrage de Pose est adjugé. Le 28 juillet 1883, début des travaux qui comprennent le lancement d'un pot en acier de 7 travées surmontant les postes profondes navigables numéro 1 et 2, les postes déversoirs 3 et 4 et les postes profondes non navigables 5, 6 et 7. Et ensuite, l'installation de la bouchure proprement dite, du système caméré. Petit A, cadre mobile. Ce sont des éléments métalliques à 4 montants, suspendus au tablier du pont aval et s'appuyant sur les heurtoirs ou butoirs des radiers. Deuxièmement, rideau store constitué par des lames de bois, on va les voir là, assemblées par des charnières en bronze et lestées à leur bosse par un sabot en fonte. Ensuite, troc de manœuvre des rideaux et des cadres. Phase terminée, courant 1884. La fermeture, disons, de la retenue au mois de septembre 1885 et le barrage est entré en service le 15 octobre 1885. Il constituait un type nouveau étudié et combiné de manière à éviter le couchage au fond de la rivière au moment des crues de matériel sujet à se détériorer d'une manœuvre difficile. Voilà ce que j'ai pu tirer. Moi, j'avais fait un petit discours comme ça à l'époque, hein, c'est tout un bazar. L'axe du barrage projeté, qui sera celui du barrage construit, franchit une île, l'île de la Pointe, sur laquelle, avant 1880, pâturaient en été les vaches que les Posiens y amenaient en traversant à gué le Bras de Seine. Cette île, dont les derniers vestiges furent dragués en 1938, a totalement disparu. Et se terminait en mai 1887. Ça n'empêche pas d'inaugurer l'ouvrage et de le mettre en service. Il y a des ouvrages accessoires qui peuvent quand même continuer jusqu'à la réception définitive. L'idée était de concentrer les ouvrages et de les simplifier qu'un seul barrage au lieu de 3, de les placer juste à l'aval de l'ancienne difficulté qui était le Pertuis et d'augmenter le nombre d'écluses afin de favoriser le développement du trafic fluvial. Le poids de fer et de la fonte, 1316 tonnes. À titre de comparaison, 7000 tonnes pour la Tour Eiffel. C'est pas mal ça, hein? Le personnel, plusieurs centaines de personnes pendant plus de 6 ans. Par exemple, pour la maçonnerie, un état ponctuel du personnel indique 172 ouvriers, dont 116 Français, 51 Italiens, 4 Autrichiens et un Belge. Les travaux de maçonnerie furent réalisés par l'entreprise Moreau-Vincendo et la partie métallique par la société Joly et Delafoy. La durée des travaux de construction du barrage, 6 ans et demi, de mai 1879 à octobre 1885. Le prix de revient du barrage est de 16 536 francs le mètre courant, soit 4 630 000 francs heure. Les dépenses du budget communal de Pose en 1881 s'élevant à 7 626 francs, le prix du barrage représente en gros plus de 600 fois les dépenses annuelles de la commune.
long de 235 mètres entre ces appuis de rive, effectivement. Il comprend 7 passes qu'il y avait, numérotées en partant de la rive gauche du fleuve et séparées par 6 piles de 4 mètres d'épaisseur. Je dirais qu'aujourd'hui, par rapport à l'époque, 6 passes sont toujours en eau, c'est-à-dire sont manœuvrables. Le barrage se situe à 202 km de Paris, 110 km par la route, j'ai marqué, et à 163 km de l'estuaire de la Seine, 100 km environ par voie routière. Ça, c'est une carte générale. Ah oui, il faudrait peut-être que je la tienne mieux que ça. Ah non, je suis pas doué, c'est le moins qu'on puisse dire. Une autre phase, parce qu'il devenait difficile à manœuvrer les cadres en période de crue. Il doit y avoir normalement une dénivellation qui n'est pas supérieure à 20-25 cm. Et je crois que c'est en 1939 qu'ils les ont levés. Il y avait 50 cm, ça a tordu carrément l'équerre à 90. Enfin, par contre, il y a eu la période de guerre, c'est difficile. En 1941, donc, jusqu'en 1940, je regarde la passe, 1946 qu'ils ont marqué, oui voilà, ouais, je vois bien. La passe numéro 6 a bénéficié d'un nouveau système, c'est une vanne toit qui est constituée par 2 clapets s'appuyant l'un sur l'autre, avec sous le clapet aval un tube flotteur qui assure le raidissement là-bas. On le voit très bien. La manœuvre, c'est une application directe des vosses communicants. Si on ouvre un robinet entre l'intérieur du toit et l'aval, l'intérieur de la chambre d'équilibre se vide et le toit se couche, s'abaisse. Inversement, si la vanne étant baissée, on ouvre un robinet entre l'amont et l'intérieur de la chambre, cette dernière se remplit et le toit monte. C'est-à-dire il détord d'eau à partir du moment où il s'apaisse que quand il y a de la crue, évidemment. Voilà, c'était ça. Bon, ils nous ont causé aussi quelques soucis. Je crois que c'était en 1979, je crois qu'on n'en s'en est plus servi. C'est une vanne levante, mais elle est monobloc. C'est-à-dire que, voyez-vous, c'est pour ça que c'est difficile d'en parler. Ça a commencé en 1957 à changer tout, jusqu'en 1959. On a fait la passe numéro 4, je m'en souviens bien. Et pour alléger le système, on a fait une pile intermédiaire. Les passes sont 30 mètres et quelques. Hein. Et puis, ce sont des vannes levantes à clapet en partie supérieure, qui s'articule, un clapet d'1,20 m. Et quand c'est en période printanière estivale, c'est-à-dire surtout période hors crue, eh bien, ma foi, on peut manœuvrer, c'est vrai, suivant l'importance du débit, hein, vous pouvez fermer pour ouvrir, avec le clapet qui fait une lame déversante par le haut. Alors que ça s'escamote comme un rideau de théâtre l'hiver quand il y a de la crue, à partir d'un certain aussi de débit, un volume de débit, bien sûr, et puis, ma foi, voilà, ça s'évacue comme ça. Il y en a une qui est extrêmement à manipuler avec précaution, parce qu'elle fait toute la largeur de la passe, il n'y a pas de pile intermédiaire, elle est donc monobloc. Mise en service en 1972, les travaux se sont déroulés sur 2 ans, de 70 à 72. Quoi. Il y a eu aussi, il faut dire qu'il y a eu depuis, j'ai oublié de dire, c'est important, tellement important. Jusqu'en 1939, il y avait en aval de Pose un autre bief fluvial. C'était les ouvrages de la retenue de Saint-Aubin-les-Elbeuf-Marteau, à 15 km en aval. Et évidemment, quand ils ont été supprimés, et la marée, ma foi, se fait sentir, aujourd'hui encore bien sûr, au pied du barrage de Pose, à 163 km de l'estuaire. Il y a 2 jeux complets par jour, c'est-à-dire sur 24 heures. En théorie, c'est 4h30 de montée, 7h30 de descente, un cycle complet toutes les 12 heures. Et le marnage, disons, l'amplitude entre basse mer et pleine mer atteint couramment 2 mètres. Tout dépend aussi des coups de vent qu'on peut essuyer, de nord-ouest, également des coefficients de marée, vives eaux, mortaux, etc. Tout joue un rôle, hein. C'est obligé. Alors ces vannes sont très pratiques. Bon, il y a du personnel qui s'en occupe, mais enfin ça marche automatiquement. C'est ça qui est bien, quoi. C'était le meilleur système qui pouvait exister. Alors évidemment, depuis 1957 à 1983, c'est ça. Et le système 23, en fait, la conclusion qu'ils ont apportée, c'est qu'il n'était pas fait pour être ici. Il y en avait un qui se trouvait au Tonkin, là-bas au Vietnam, et puis un en Belgique, c'est tout, le même système. Mais ce n'était pas le même traitement que la Seine. Alors c'est vrai que moi j'ai vu une année, j'étais avec le personnel, et puis l'ingénieur qui commandait, M. Courtois en l'occurrence, le grand subdivisionnaire de chez nous. Et ben,
c'est qu'en fin d'hiver, il y avait un arbre qui avait crevé le toit, puis je ne voulais pas remonter du tout, forcément. Alors, c'était avec des bottes de paille. On avait été en chercher 41 tonnes, je m'en souviens, et puis à la fin, ça fait comme des éponges, ça s'est relevé comme ça. Et on était désespérés de l'avoir couché, puis qu'elle ne voulait pas remonter. Hein. Je ne sais plus combien de jours ça a mis, mais au début, les bottes de paille ressortaient dans le courant et partaient à l'avant, mais ensuite, c'était autre chose. Qu'est-ce que j'ai fait là? Celui-là, c'est quoi? Ah bah, c'est le système de 20 toits, vous voyez. On le voit coucher les unes sur les autres dans le fond, dans sa chambre de retraite, quand la vanne est abaissée. Parce que là, on voit la maquette, mais ici, c'est sur le plan, on la voit bien. Il y a toutes les années sur les plans aussi. Hein. Donc, à l'heure actuelle, ce qui est bizarre, il y a quelque chose à ajouter qui me figure nulle part, là. C'est que la poste 1, qui est donc HS, hors jeu, disons, telle qu'elle est, hein, peut toujours être ouverte un jour si on mettait un nouveau système neuf, évidemment, je ne sais pas, c'est les VNF qui voient ça. Et en 1939, j'ai été condamné dès que les ouvrages de Saint-Aubin-Zelboeuf, Marteau, ont été supprimés. La marée a gagné pause, là, et la poste 7 a été condamnée à l'extrême droite depuis cette époque. Et aujourd'hui, elle est transformée en poste à poisson. Et sur la rive gauche, la poste, près de la poste 1, là, on la voit là-bas quand on y va, hein, un peu plus loin que la poste 1, ils ont la jouxte quand même, sur la rive gauche à pause. Au-delà de la culée du barrage, ben, il y a donc la poste à poisson qui, elle, aussi, qui a été mise en service. Je pense que la centrale hydroélectrique, c'était en janvier 1992. Je me demande même, j'ose pas dire la date, mais je crois que c'est le 30 janvier. Enfin bon, janvier 92. Les Allemands, ben, c'était un jour que, comme gamin, j'avais 9 ans et demi ici, là, hein, peut-être à 200 mètres de là, hein, entre la pointe et puis oui. Et puis qu'est-ce qui arrive? Un remorqueur, je ne sais pas comment il s'appelait, hein, il n'y avait pas de nom apparemment, il n'y avait pas d'appellation contrôlée. Il tirait des éléments de pont. Et l'aviation alliée qui occupait le ciel à 100%, hein, des Hurricanes, des Spitfire, des je sais plus, Libérateurs, tout ce qu'on voudra bien, j'ai dit tiens, ils vont nous foutre tout dans l'air. Il y avait peut-être une vingtaine d'Allemands qui étaient sur les éléments de pont. Alors ils se sont arrêtés là, c'est-à-dire qu'il y a eu un incident de navigation. L'ancien barrage, il a dû être mal dérasé pour une partie certainement, à un emplacement précis, peut-être un morceau de pile. Le remorqueur s'est planté dessus. Alors j'entendais gueuler en allemand, hein, c'est très guttural, ça y allait. Il y a deux gars qui ont plongé en petit slip, comme ça, pieds nus, comme les adamites dans le pouce-pouce. Alors, ils couraient là sur le halage, les deux gars. Puis, donc il est arrivé ce fameux remorqueur avec les ponts. Alors ils l'ont sauté, ils ont mis les pontons, ils ont essayé de les mettre le long de l'île, parce que la végétation est très intense en été, en mois d'août, on le voit déjà encore. Ils ont cueilli je ne sais combien de branches très feuillues, bien entendu, et puis ils ont camouflé leurs éléments. Ils ont eu le temps d'amener du secours, c'est-à-dire qu'il est arrivé un automoteur que je n'avais jamais vu, qui avait peut-être, je ne sais pas combien de chevaux, je vais dire une bêtise, il s'appelait Anvers, comme la ville d'Anvers. Et puis ils ont réussi à le sortir, le remorqueur est reparti avec les éléments, sans que les avions interviennent. Quand je pense au nombre d'avions qu'il y avait, c'était incroyable. Et puis dernière chose, c'est que les Allemands se baignaient ici, là où nous sommes, ou un peu au-dessus, peu importe. Ils jetaient des grenades à manche, puisqu'il avait toujours des grenades à manche, ils tiraient dessus, puis tac, ça partait comme ça. Alors flan, ça tuait des poissons par centaines. Hein. Ils prenaient une grosse carpe, ils se la mettaient dans la gueule, comme ça en travers. Et puis ses copains, ils filmaient, les copains, ils filmaient les gars. 10 ou 15 jours après, c'était les Écossais qui se baignaient là, à poil. Les Allemands, ils avaient encore un caleçon, mais eux, ils étaient à poil. Alors, ils jetaient pas les mêmes grenades, c'était genre grenades quadrillées comme la France. Poum! Allez, un autre poisson. C'était bizarre d'avoir vécu ça. Hein. Et une fois, il y avait un... Je ne sais pas s'il était polonais comme ça, mis de force peut-être dans l'armée allemande, polonais ou russe blanc, il y avait beaucoup de russes blancs. Alors, il s'amène tout seul, on aurait pu le tuer. Hein. J'étais avec Jean Jacquinot, là, un copain qui a travaillé avec moi au pont après. Puis l'Allemand, il dit, moi foutu. Parce que Jean, il lui disait, il avait 14-15 ans, Jean Jacquinot, il lui dit, c'est qui sont les Alliés? Ils arrivent, oui, pour nous libérer. L'autre, il répondait, Paris, 7 km, mais il dit, on n'est pas à Paris ici. Il n'est pas moi qui dégoise. À un moment, il dit, moi, caput. Moi, bientôt marié Miss Amérique. Moi, sauvé. Il disait, le pauvre mec, il n'avait pas de physique, il n'avait rien. Le pauvre gars, il était matraqué, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai pu rigoler avec ça? Mais il y en avait plein comme ça.
Par contre, il y avait des choses tristes. Il est descendu à Valence des sacs de farine, tout blanc, avec l'aigle nazi dessus, la Vologne nazie. Et il descendait, moi je croyais que ça coulait, moi. Mais non, ça flotte. Alors Jacquino, qui avait, je te dis, 14-15 ans, 15 ans, je crois, il a pris un bachot et est parti à la Godille. Parce qu'il habitait là, dans la maison barragiste, où j'étais replié avec mes parents, moi, parce que le barrage de Pose, quand il a sauté la Porcune, après, on a arrêté de zigouiller. Ouais. Et puis, Jean, il s'en va aller chercher au moins un sac. Au même moment, les gars, il avait averti tout le monde à Pose, personne ne devait se promener, il y en a qui ont été tués. Hein. Ils voulaient sortir, balader sous le lèvre, tu sortais de chez toi, prenais une balle en pleine gueule, paf. Alors, il tirait, tu entendais des zip, zip, ça faisait des ronds dans l'eau, puis mon père, les mains en porte-le-voie, il avait appris à Jean à plonger. Plonge, mais plonge, nom de Dieu. Il ne voulait pas plonger, le salopard. Alors, il a plongé les pieds en avant, donc ça c'était moins dur. Il s'est abrité que le bachot, puis le bachot, ben, une fois qu'il a pris la pointe de l'île, il est venu par là, il a pu se sauver, puis accoster par là. Je me rappelle parce que sa maman est tombée dans les pommes, on est obligé de l'allonger. La pauvre, elle a eu peur. Et au même moment, ce qui est bizarre quand même, hein, il passait une Jeep sur la route, en reconnaissance. Une fois, c'était une automitrailleuse, alors on avait été voir. Ah bah, le sous-off, il était là sur le haut de son blindé, puis il baladait ses jumelles comme ça. Ils sont venus au bord de l'eau. Il y en a un qui avait un fusil mitrailleur à la main, puis les autres armés de fusils comme ça, quoi. Bah, nous, gamins, on les suivait, ils nous disaient pas foutre le camp, on ne disait rien. Hein. On les accompagnait, les coups étaient rectifiés. Là, ils passaient leurs jumelles, ils disaient bon, il n'y a personne, ça va. Et il y avait une vedette qui appartenait à la navigation de la Seine que les Allemands avaient fauchée. Belle vedette, hein. C'est le père à Hubert Labrouche qui s'occupait de la vedette, qui la conduisait, et puis qui faisait le mécano. Il l'avait mis sur la partie, je vais dire, continentale, c'était plus les îles, c'était on dirait là, hein. C'est sur la rive droite du fleuve, là, on profite sous les monts, là, au bout de l'île. Puis d'un seul coup, qu'est-ce que je vois 5-6 soldats avec le casque anglais, là, qui couraient, sous-officier, je suppose que c'était ça. Il avait un cordon blanc, là, puis son colt à la main. Il sautait d'arbre en arbre pour approcher. Heureusement, elle n'était pas dynamitée. Ils ont réussi à vérifier tout ça. Puis c'est la navigation de la Seine, quelques jours après, qui a repris possession, quoi. C'est incroyable hein, d'avoir vu le soldat à l'attaque comme ça fait drôle. Puis encore, j'ai découvert les Anglais, c'est que, enfin, encore une fois sur le bord de l'eau le matin, je me baladais, puis j'entends de la cornemuse, mais quelque chose de baraqué. Hein. Je dis, c'est pas vrai, mais où que c'est? Je voyais pas bien. Ils étaient derrière l'île, là. Alors, M. François, qui était une huile du pays, là, ancien garde de navigation et tout, maître, je ne sais plus quoi, au premier maître dans la marine nationale, il a demandé l'autorisation à mon père de m'emmener. Alors il a pris un bachot, mon père m'a discuté un peu, surtout tiens-toi tranquille, ne bouge pas. Allez, hop, Père François, il a pris des carottes, il a pris des salades, il a pris tout ça, puis on est parti de l'autre côté. Mais les Anglais, moi j'ai vu, ils faisaient sauter du jambon en l'air, ça sentait bon, l'autre il faisait des omelettes, ils ne m'ont pas donné un bout de quoi, même pas un biscuit. Et lui, il a eu des Cravon Virginie, des boîtes rondes, là où il y avait toutes, je ne sais pas combien de douzaines de cigarettes dedans, du café à torréfier, bien sûr, hein. C'était bien, du café vert, puis des tas de choses, c'était chouette. Ça faisait drôle de les voir arriver là. Hein. Ah oui, au barrage, on a arrêté là-bas dans la Poétémien, le 25 août, vers 18h, toujours là-bas à la pointe de l'île où la maison était, on a été... M. François nous avait hébergés pour les dernières semaines avant la libération. On s'évacue du barrage. En ce coup, j'entends... Puis le ciel était bleu comme il est là tout de suite. La colonne de fumée noire pas très large, c'est monté... Oh, c'est incroyable. C'était ça. C'était les 9 à 10 mètres de la poste 1 à Pose qui l'ont fait sauter. Il est passé 16 000 véhicules. Et puis là, j'ai vu des chevaux, des vaches qui passaient dans... À la place des côtes, tout ça a été explosé et ça faisait le vide. Les pauvres, les animaux qui étaient tués par fait de guerre, etc., et ben, il arrivait là-dedans. Alors nous, on était 7-8 gamins du coin là-bas à Pau, dans le bout de bord. On regardait, on voyait les panses qui s'est explosé. C'est incroyable, hein, des trucs comme ça qu'on voyait. La Société des Batignolles a réparé tout ça, puis les écluses qui étaient en miettes. Voilà. Ils ont filé 60 et quelques prisonniers de guerre allemands. Je me suis fait 3 photocopies des comptes rendus hebdomadaires. C'est les sentinelles du pays qui les gardaient. Je me rappelle une fois, parce qu'un jeune Allemand, on avait un cordonnier, il avait une jambe folle, comme ça. Oui, il a fait ça. Il voulait comment, étrangler le bonhomme. Il voulait étrangler la sentinelle. L'Allemand, il me fait... Heureusement qu'il ne l'a pas fait, parce que ça ne servait à rien.